Bonjour, vidéo numéro 12, suite de l'examen de ce concept clé chez Spinoza dans son éthique, le conatus. L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer en son être. Alors première conséquence, et elle est capitale, pour la comprendre, il nous faut donner la définition de l'essence chez Spinoza, puisque le conatus est essentiel, est l'essence même de chaque individu. L'essence, c'est ce qui fait qu'une chose est cette chose et pas autre chose. C'est la définition qu'en donne Spinoza. Par exemple, l'essence d'un carré est ce qui fait qu'un carré est un carré et pas un cercle. Alors voici cette conséquence. L'essence d'un homme en particulier ne lui est pas donnée une bonne fois pour toutes. Au contraire, la grande originalité chez Spinoza, c'est que l'essence, mon essence, votre essence, ce qui fait que vous êtes cette personne et pas une autre, votre essence est évolutive. Elle évolue au fil du temps en fonction de ce que tout simplement vous allez vivre, en fonction des réactions que vous allez vous-même exercer par rapport à un événement qui va vous arriver. Donc, chaque être actualise son essence par la manière dont il réagit aux affections dont il est le sujet, en fonction de la puissance qu'il exprime lors de sa réaction. Vous pouvez revoir le repère en puissance en acte. Je répète, chaque être actualise son essence par la manière dont il réagit aux affections dont il est le sujet, en fonction de la puissance qu'il exprime lors de sa réaction. Par exemple, l'être résigné, qui sombre progressivement dans la tristesse, eh bien cette personne triste déploie un effort minimal pour persévérer en son être. Donc il perd non seulement en puissance, il n'a plus guère le goût à la vie, mais aussi son essence est en train de diminuer. Il ressemble de plus en plus à un autre être aussi triste que lui, et donc il est en train de perdre de son individualité. Alors, je le dis tout de suite, l'individu triste, qui est en perte de puissance, qui n'a plus le goût à rien, donc il perd son individualité. Qu'est-ce qui distingue deux individus tristes de moins en moins d'éléments? Et ce type d'individu triste n'intéresse pas du tout Spinoza, pas du tout. Il n'est pas médecin comme Freud. Au contraire, l'éthique a pour finalité de faire tendre son lecteur vers la joie, afin qu'il en jouisse et gagne en puissance. Ainsi, pour Spinoza, devenir philosophe revient bien sûr à affirmer sa singularité, mais cette affirmation ne peut passer que par la joie. Bref, chez Spinoza et pour Spinoza, avant d'être philosophe, il faut être un homme joyeux, il faut être un être joyeux, il faut avoir expérimenté la joie. Voici la conséquence première. La seconde conséquence est que l'on mesure le conatus d'un être à ses réactions. En effet, une chose se distingue d'une autre et s'individualise par l'effort qu'elle déploie pour s'affirmer dans la nature, et cet effort va consister et va s'exprimer en l'élaboration d'actions, de réactions, d'adaptations nécessaires pour répondre aux événements que cette chose va vivre dans le monde qui est le sien. Je vais prendre deux exemples, voire trois. Premier exemple pour démontrer comment cet attribut de la nature qui est un chat s'individualise par rapport à un autre chat. Soit l'événement bol de lait. Ce bol est donné, imaginons, à 4 chatons. La réaction de chaque chaton face à cet événement désigne son individualité. Et chaque chaton, donc, va réagir en fonction de son conatus. Par exemple, le premier chaton fond sur le bol, c'est donc un individu gourmand, sans réflexion. Le deuxième chaton observe avant d'aller boire, c'est donc un individu prudent mais actif. Le troisième fuit, effrayé par le bruit du bol, un individu peureux et méfiant. Le quatrième laisse passer le premier et joue l'indifférence, quelque chose comme ça. Ce sera donc un individu soumis, mais peut-être intelligent. Et donc, ce qui est valable pour les chatons, il en va de même pour les hommes. Deuxième exemple, soit l'événement, la mort d'un proche.
Chaque être humain va réagir à sa manière à cet événement. Le premier va être définitivement effondré, et donc définitivement effondré, ce serait une perte irrémédiable d'essence, la tristesse. Le second va pleurer mais va se raisonner, une perte de puissance puis un retour grâce à la raison de sa puissance. Un troisième va réagir d'une autre manière à ce même événement. Un troisième va interpréter cet événement comme le signe qu'il faut profiter de l'existence tant que l'on est en vie, par exemple. Donc ici, nous aurions l'affirmation d'une puissance pour sortir de la tristesse, pour se diriger vers la joie. Chaque réaction engendre un acte plus ou moins actif qui singularise un individu, plus ou moins actif. C'est-à-dire l'individu qui est foudroyé, consterné par la tristesse, il va s'enfermer dans une forme de passivité, il n'est que dans la réaction. En revanche, par rapport à mon exemple, celui qui va affirmer une puissance pour sortir de la tristesse, pour se diriger vers la joie, là, dit Spinoza, il va sortir de la réaction pour entrer dans l'action. Donc voici le fondement du principe d'individualisation auquel Spinoza va immédiatement ajouter pour l'homme, donc le concept de désir. Mais avant d'en venir au désir, il est important de comprendre la notion de droit naturel. C'est aussi le sujet du cours. Là, c'est très clair avec Spinoza. Chaque chose est dans son droit lorsqu'elle affirme son conatus en fonction des moyens dont la nature l'a doté. Voilà, c'est ça le droit naturel chez Spinoza, d'où l'importance de sa définition de la nature. Chaque chose est dans son droit lorsqu'elle affirme son conatus en fonction, oui, mais en fonction des moyens dont la nature l'a doté. Si l'homme, dit Spinoza, n'est pas donc dans la nature comme un empire dans un empire, il y a des formules magnifiques dans l'éthique, hein, l'homme n'est pas dans la nature comme un empire dans un empire, c'est-à-dire il n'a pas de prétendue supériorité par rapport aux autres attributs de la nature. L'homme, qu'est-ce que c'est? Il possède un conatus comme les autres choses naturelles. La nature l'a doté d'un corps plus ou moins puissant, mais aussi d'une raison pour persévérer en son être, et une raison plus ou moins puissante également. Donc l'homme n'est pas naturellement supérieur aux animaux, mais il possède un privilège qui se nomme la raison. Le problème est que cette raison, la raison de l'homme, s'exerce rarement d'une manière adéquate, comme l'atteste le comportement des sots, des imbéciles et des êtres dénués de raison. Trois catégories d'individus importantes également chez Spinoza. Les sots, les imbéciles et les êtres dénués de raison. Tous ces êtres ont pourtant le droit naturel d'affirmer leur conatus comme toutes les autres choses de la nature. Ça, c'est important. Ainsi, exemple de Spinoza, pour bien vous faire comprendre le droit naturel, ce qu'il nomme le droit naturel, le gros poisson est dans son droit naturel lorsqu'il mange le petit poisson. Et personne n'y trouve rien à redire. L'exemple est de Spinoza, puisque précisément c'est naturel. Et moi je rajoute, même le petit poisson ne trouve rien à redire, il trouve ça tout à fait naturel de se faire manger. Donc de même, cette fois-ci, l'imbécile persévère en son être, il est donc dans son droit, mais il persévère en son être d'une manière imbécile, en fonction des moyens dont la nature l'a doté, c'est-à-dire d'une raison faible. À partir de là, deux problèmes apparaissent. Comment penser les comportements irrationnels des hommes et quel état politique serait le mieux à même de les enjoindre d'écouter leurs raisons. Bref, quel état permettrait de faire vivre ensemble les sots, les imbéciles, les fous, mais aussi les gens doués de raison, afin que chaque individu conserve quelque chose de son droit naturel à persévérer en son être. Là, le problème va devenir politique, plus tard avec Spinoza, comment créer une communauté avec tous ces individus, tous ces êtres humains qui persévèrent en leur être, avec les moyens dont la nature l'a doté, l'imbécile, celui qui use mal de sa raison, le fou, celui qui n'a plus sa raison, et bien sûr l'homme rationnel, voire le philosophe qui représente une minorité d'individus. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui, dans cette vidéo.
La prochaine sera donc consacrée, cette fois-ci, au désir chez Spinoza, toujours dans l'éthique. Je vais changer un petit peu, je sors par là aujourd'hui. Merci, tenez bon, et puis pensez, par rapport à l'événement confinement, là vous avez des individualités qui s'expriment, un même événement, et une multitude possible de réactions. À bientôt.